Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous retrouvez en direct à la télévision à 17h via vos box. Vous nous suivez également en direct sur nos réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Smart for Change. Et vous nous retrouvez en rattrapage chaque jour, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la séquence de rentrée des banques centrales qui se poursuit après la Banque Centrale Européenne. De nombreuses décisions de politique monétaire sont attendues cette semaine, à commencer par celle de la Réserve fédérale américaine, mais on notera également les réunions prévues de la Banque d'Angleterre, de la Banque du Japon ou encore de la Banque du Canada. Débat à suivre sur ces enjeux de politique monétaire et notamment aux États-Unis avec nos invités de Planète Marché dans un instant. La dette française est-elle de plus en plus risquée après la dégradation de l'agence Fitch vendredi soir et en attendant peut-être d'autres dégradations à venir de la part des autres grandes agences de notation? Une chose est sûre, en tout cas, de plus en plus d'investisseurs, pour ceux qui ont le choix, préfèrent désormais la dette de grandes entreprises françaises ou européennes aux dettes d'État françaises. C'est le cas dans d'autres pays également. On peut imaginer qu'un groupe comme Apple, par exemple, arrive à se financer moins cher que l'État américain aujourd'hui. L'appétit pour les dettes d'entreprise face aux risques souverains, nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché également dans un instant. Et puis, comme chaque lundi, nous retrouverons Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure américain, pour revenir sur les enjeux de la semaine autour de la Réserve fédérale américaine, encore une fois, et revenir également sur le retour de ce jeune nonagénaire qu'est Larry Ellison comme le roi de la tech américaine. Il a été brièvement l'homme le plus riche du monde au cours des derniers jours. Le grand comeback d'Oracle et de Larry Ellison, qui possède plus de 40% de l'entreprise. Nous en parlerons avec Pierre-Yves Dugas tout à l'heure en fin d'émission. Mais d'abord, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et l'agence Fitch a donc abaissé la note de la France vendredi soir. Oui, la note de la France passe ainsi de double A- à A+. Ce n'est qu'une première étape car on attend aussi les notes de Moody's le 24 octobre puis celle de S&P le 28 novembre. Cet abaissement de la note n'a pas eu d'effet visible sur le spread qui reste stable entre la France et l'Allemagne, autour de 80 points de base, ni sur le CAC 40 qui gagne plus de 1% au cours de la séance, autour de 7900 points, soutenus par les valeurs du luxe. Qu'en est-il des autres grands indices actions dans le monde, Pauline? En Europe, les indices évoluent globalement dans le vert aujourd'hui. En Asie, les indices japonais sont restés fermés pour un jour férié, mais le MSCI Asie-Pacifique a inscrit un nouveau plus haut de 1 an. Aux États-Unis, les indices ouvrent en hausse avec encore de nouveaux records pour le Nasdaq et pour le S&P 500. D'ailleurs, Alphabet s'envole de 4,5% et voit sa capitalisation boursière dépasser à son tour les 3 000 milliards de dollars. Et puis le timing est parfait alors que les équipes de négociation américaines et chinoises sont en ce moment à Madrid pour avancer sur un certain nombre de dossiers. Nvidia est accusé d'avoir violé les lois antitrust en Chine. Oui, le titre chute de plus de 1% à l'ouverture de Wall Street. Les autorités chinoises accusent Nvidia d'avoir enfreint les lois anti-monopole selon une enquête préliminaire. Autre mouvement, celui de Tesla qui bondit de 7% alors que Elon Musk a racheté 2,6 millions d'actions pour près de 1 milliard de dollars. Ce sera le plat de résistance de la semaine. La Réserve fédérale américaine va très probablement abaisser son taux directeur de 25 points de base. Oui, la Réserve fédérale rendra sa décision de politique monétaire mercredi après 9 mois de pause. Elle livrera également ses nouvelles projections économiques et de trajectoire de politique monétaire. Dans la semaine, on attend aussi les décisions monétaires de la Banque du Japon, d'Angleterre ou encore du Canada. Un mot de la macro avec la publication aujourd'hui de la balance commerciale, par exemple, de la zone euro. Oui, pour le mois de juillet, la zone euro affiche un excédent commercial de 5,3 milliards d'euros, plus important que pour le mois de juin. Pour l'ensemble de l'Union européenne, l'excédent commercial s'élève à 5 milliards d'euros. Un mot des marchés obligataires. Quels sont les équilibres observés aujourd'hui sur ces marchés de taux, Pauline? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable autour de 4,05%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,70% et le rendement français de même échéance autour de 3,50%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite au-delà de 1,1750
ventes aujourd'hui. Et puis parmi les publications de l'entreprise, on notera la baisse du titre Virbac après la publication des résultats du groupe. Oui, le titre cède plus de 5% au cours de la séance. Le laboratoire vétérinaire fait état d'un résultat opérationnel courant en repli de plus de 10% au premier semestre. Mais Virbac confirme toutefois ses objectifs annuels de croissance et de marge. Quel sera le programme enfin, l'agenda demain sur les marchés pour les investisseurs? La journée de demain sera rythmée par la publication de l'indice ZOO allemand du mois de septembre et la production industrielle de la zone euro de juillet. Aux États-Unis, on attend aussi la production industrielle, mais pour le mois d'août, ainsi que les ventes au détail du même mois. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir autour de la table pour décrypter les mouvements de la planète marché. Geoffroy Lenoir est avec nous ce soir, le co-directeur de la gestion collective d'Ophi Invest AM. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Grégoire. Alexandre Baradez nous accompagne également, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Oui. Et l'autre Alexandre Taïeb, gérant chez Sycomore Asset Management, qui est également avec nous en plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Je commence par cette question qui revient sur le devant de la scène, posée aujourd'hui par Donald Trump via son réseau social. Question qui n'est pas nouvelle sur les marchés et qui pose effectivement la question du standard de publication des grandes entreprises cotées. Donald Trump estime que le rythme de publication trimestrielle est une forme de tyrannie, de dictature qui empêche en tout cas le bon déploiement de stratégies de moyen-long terme. Alors il cite l'exemple d'entreprises chinoises qui peuvent totalement s'affranchir effectivement de ce genre de standard pour déployer des entreprises de moyen-long terme sans avoir la pression des actionnaires ou ce rendez-vous trimestriel qui peut mettre de la pression effectivement de la part du marché sur les cours de bourse. Le débat n'est pas nouveau, on en discutait d'ailleurs Alexandre juste avant l'émission, vous me disiez peut-être qu'un Warren Buffett ou un Jamie Dimon dans ma mémoire oui. ont eu ce genre de réflexion à un moment, il y a quelques années, dans un passé récent, en se posant ouvertement la question de savoir si c'était le bon rythme de publication tous les 3 mois pour permettre aux entreprises d'avancer et d'avoir des horizons de temps qui sont cohérents, j'allais dire, avec les stratégies de ces mêmes entreprises. Oui, alors c'est le bon rythme du point de vue de l'investisseur, enfin, on est habitué à ça, et donc quand on investit dans une entreprise, même si on a une vision long terme, c'est bien d'avoir 4 points d'étape dans l'année, c'est pas trop. Maintenant, ça peut permettre des choses intéressantes, de s'affranchir de cette règle-là. C'est que, alors, les entreprises qui publient trimestriellement déjà maintenant ne s'arrêteront probablement pas de le faire. Toutes ne sont pas soumises aux mêmes obligations en fonction des tailles d'entreprise. Oui. Il y a aussi Donald Trump, lui, propose un rythme semestriel. Voilà. Et donc, par contre, ça peut inciter certaines entreprises qui ne sont pas cotées à venir se coter, puisque c'est un peu moins lourd en termes de gestion pour elles. Il y a une chose à noter, alors je ne suis pas sûr de l'année, mais je crois que l'Union européenne s'est affranchie de cette règle en 2013. Ouais. Et donc les entreprises continuent néanmoins de le faire, bien sûr. De publier trimestriellement. De petites entreprises peuvent se permettre, elles, j'imagine, de publier peut-être que des semestriels, par exemple. Exactement. Ouais. Donc finalement, pour les large caps, ça ne va pas enlever particulièrement de transparence. Et pour certaines, ça peut permettre un allègement en termes de gestion qui peut être intéressant pour elles. Donc bon, l'idée ne me déplaît pas complètement. Évidemment, l'argument contre, c'est plus d'opacité, moins de transparence. Mais encore une fois, je ne suis pas certain qu'il y ait une régression pour celles qui publient trimestriellement. Apple ou LVMH ne vont pas s'arrêter de publier des chiffres d'affaires et des résultats trimestriels. Je ne pense pas. Oui, c'est ça. Pour d'autres, pour d'autres entreprises, la question peut se poser. Mais un point que vous soulevez, c'est aussi la concurrence du non-coté. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'appartiennent pas au monde des marchés cotés et peut-être même de plus en plus d'entreprises qui ne sont pas cotées aujourd'hui. Tout à fait. Au moment où cette règle n'était pas encore en vigueur, donc fin des années 90, le nombre d'entreprises cotées était à peu près 2 fois celui qu'il est aujourd'hui aux États-Unis. Ouais. C'est assez logique pour un Donald Trump de prôner le fait qu'on supprime cette règle, puisque le but, c'est d'avoir un marché évidemment très porteur, avec de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent, et de ne pas être la dernière roue du carrosse. Une fois qu'on a bien fait nos profits sur le non-coté, elles font leur IPO avec des valorisations complètement mirobolantes.
Donc l'idée pour moi n'est pas mauvaise. Est-ce que c'est une pression, cette pression du trimestriel, Geoffroy, qui empêche certaines entreprises de déployer des stratégies long terme pour leurs activités? Ça fait partie des points de critique ou des remarques qu'on peut avoir. En tout cas, c'est l'avis de Donald Trump. C'est que Oui. le temps passé à faire des reporting, on ne le passe pas à faire autre chose et à parler stratégie ou à être vraiment axé sur son business. Donc ça peut s'entendre. C'est vrai que je partage l'avis d'Alexandre sur le fait que ça ne serait pas forcément négatif pour les marchés. C'est vrai que c'est un peu moins de transparence. Bon, maintenant, tous les 6 mois, ça reste un rythme qui est correct. Alors, il me semble qu'au Royaume-Uni, c'est déjà le cas également. Il y a certaines sociétés qui communiquent simplement sur leur chiffre d'affaires et qui vont faire un reporting plus détaillé tous les 6 mois. Donc voilà, c'est une idée encore un petit peu nouvelle et pas forcément attendue de la part des marchés de la part de Donald Trump. Ça soulève une question. Maintenant, est-ce qu'il faut que ce soit validé, je pense, par la SEC, Oui, la SEC, oui, bien sûr. Le régulateur américain, et puis le temps d'implémentation, si jamais ça avance dans ce sens-là. Et à mon avis, c'est pas avant 2026, ça c'est clair, mais peut-être 2027. Donc pourquoi pas. Donc voilà, après, c'est un petit changement de pratique qui serait pas forcément négatif pour les marchés. Oui, c'est-à-dire pour vous qui représentez la communauté des investisseurs, d'avoir peut-être un peu moins d'infos tous les 3 mois pour des rapports peut-être plus détaillés aussi à chaque semestre, ça modifie pas le métier en profondeur, j'ai envie de dire. Non, pas complètement. C'est vrai que tous les trimestres, on suit tous les résultats des sociétés. C'est vrai que ça occupe beaucoup les analystes. C'est quand même un travail assez long, si on suit du début à la fin. Sans compter les contacts entreprises qu'on entretient tout au long de l'année également. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'occupations, mais c'est important pour bien suivre l'avancée des sociétés. Et comme on l'a dit, peut-être que toutes les sociétés, si elles avaient cette flexibilité, ne le feraient pas, continueraient à publier sur un pas trimestriel. Donc ça ne va pas forcéément changer complètement le métier d'analyste ou le métier des sociétés, d'investisseurs. Gestionnaire. Alexandre? Et les sociétés que ça intéresse de publier régulièrement, Nvidia, je pense que depuis 2-3 ans, si même que publier tous les mois leurs chiffres, ils auraient pu le faire. Imaginez qu'Nvidia nous dise on ne publiera qu'une fois par an désormais. Débrouillez-vous avec ça. Tout dépend effectivement du secteur dans lequel on est. Il y a des entreprises que ça favorise effectivement de publier plus souvent. Après, le comparatif de Trump avec la Chine, c'est vrai que... C'est l'argument qui m'en a. Oui, alors déjà, il y a des boîtes chinoises qui construisent des stratégies sur 50-100 ans. Pourquoi pas, et qui ne sont pas soumis à cette pression du très court terme. Mais du coup, ce qu'on peut aussi peut-être penser qu'on met en manque de transparence, ça peut aussi pénaliser le marché. On sait que la Chine, quand les investisseurs internationaux perdent confiance, ça a donné ce qu'on a vu entre 2021 et 2023, des marchés, et quand on voit la tech chinoise, c'était même 80% de baisse. Donc le risque, il est aussi là. C'est-à-dire que si on espace les points de contact avec les investisseurs, surtout dans un pays où la macro est également un peu surveillée d'un œil un peu méfiant, alors je dis pas que c'est le cas des États-Unis, mais c'est un pattern qui peut aussi faire sous-performer certains indices. Et les indices chinois ont largement sous-performé leurs homologues américains. Donc le comparatif avec la Chine ne sont pas forcément très, très opportuns. Et après, un autre élément, c'est peut-être les questions de volatilité sur l'annonce, parce qu'on voit déjà des trimestriels là, quand Oracle, magnifique, mais quand c'est pas Oracle et que ça tombe sous le consensus, c'est parfois du moins 20 ou du moins 30. Donc si en 6 mois, il peut se passer des choses quand même. Donc si en 6 mois, on a un point de vue qui change assez radicalement 6 mois plus tard, on peut avoir des chocs de marché aussi assez violents, donc ça déstabilise certaines gestions ou ETF, ce genre de choses. Est-ce que c'est bon pour la volatilité des marchés? Je ne suis pas convaincu. Ça peut créer du coup avec les phénomènes algorithmiques des très grosses accélérations post-marché qui peut être un peu dommageable. Ça peut abîmer les stratégies d'entreprise. Enfin, vous rencontrez des chefs d'entreprise, des dirigeants de sociétés cotées. Il y en a qui sont vraiment soumis à cette pression trimestrielle, au point peut-être que ça se joue au détriment de stratégies plus long terme. Alexandre, c'est possible ça? Honnêtement, je pense pas. Aujourd'hui, la vision au long terme reste quand même l'actif clé pour un chef d'entreprise. Absolument. Alors après, il y a différents cas. Évidemment, une entreprise qui est en retournement, en redressement, on veut savoir mois après mois, trimestre après trimestre, comment elle déroule son plan. Là, ça doit être suivi et les chefs d'entreprise ont un peu le nez dans le guidon mois après mois. Mais pour le reste, on prend une entreprise classique, large cap, qui se porte bien. Pas qui publie forcément comme Nvidia, mais qui publie correctement. Il n'y a pas de pression des publications trimestrielles. Bon, venons-en au plat de résistance de la semaine. Effectivement, la Réserve fédérale américaine, Geoffroy, 25 points de base attendus. Si c'est le consensus que tout le monde partage ici, très bien. Qu'est-ce qu'on attend comme type d'informations supplémentaires au-delà de la décision de baisser les taux pour la première fois depuis l'an dernier, depuis 9 mois? Ils avaient baissé de 100 points de base en 3 meetings, je crois, en fin d'année dernière. Qu'est-ce qu'on attend désormais en matière d'informations supplémentaires? Personnellement, je pense que c'est la tonalité de Jérôme Powell qui va être importante. Alors, on aura les
plots, les fameux dots de la Fed qui vont aussi sortir. Donc ça donnera un peu plus d'indications sur le rythme attendu de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, puisque là, aujourd'hui, dans le marché, on a à peu près 6 baisses de taux quasiment complètement pricées d'ici fin 2026, et d'ici la fin de l'année, presque 3 complètement pricées. Alors, si on regarde... Donc, c'est pas juste un petit ajustement pour le marché. Non. C'est pas une petite rectification du degré de restriction de politique monétaire. C'est plus que ça. Alors, oui, disons qu'aujourd'hui, le marché, pour nous, il est peut-être allé un peu loin, parce que c'est vrai qu'il y a 3 baisses d'ici la fin de l'année, 3 l'année prochaine. Donc, on est vraiment dans ce cycle où on se dit que la Fed va faire ce que souhaite Donald Trump. En partie, c'est en partie pricé. Quand on regarde les chiffres d'inflation, l'inflation, elle reste plutôt élevée quand même par rapport aux cibles de la Réserve fédérale américaine. Donc, il n'y a pas forcément de raison de baisser très vite, très fort les taux directeurs. Maintenant, l'argument qui a été employé dès Jackson Hole par Jerome Powell, c'est le marché du travail, c'est l'emploi. Et c'est ça que tous les marchés regardent de très près. On a eu les non-farm payroll, c'était fin de semaine dernière. Bien sûr, et on a eu les révisions du BLS, le Bureau des statistiques sur le travail aux États-Unis, qui ont été vraiment très négatives. Donc c'est vrai qu'on se dit, il y a des raisons de baisser. Maintenant, ça va être un exercice d'équilibriste pour Jerome Powell. Il ne faut pas qu'il baisse forcément trop vite et il ne faut pas qu'il ne fasse rien. Donc il y a cet équilibre. Je pense qu'il peut très bien faire à nouveau, comme ce qu'il a fait il y a un an, quelques baisses, et puis s'arrêter et voir. D'accord. Donc il y a une séquence, et ce qui va être important cette semaine, c'est d'essayer de lire un peu dans le discours de Jerome Powell, quelle va être la séquence à suivre. Et d'essayer d'avoir un peu plus d'informations que une baisse de 25 BP, et puis après, on n'en sait rien. Mais on pourrait avoir une tonalité, peut-être, en matière d'information, que ce soit à travers la trajectoire de politique monétaire, le discours de Jerome Powell, quelque chose d'un peu moins accommodant que ce que le marché imagine aujourd'hui. Quand vous dites 6 baisses de taux à fin 2026, peut-être que ça, Jérôme Powell va essayer d'en enlever quelques-unes, entre guillemets. On les aura peut-être fin 2026, mais en tout cas, à court terme, on se dit que 6, c'est peut-être un peu beaucoup, on peut peut-être revenir sur 4. Ça nous paraît peut-être plus adapté par rapport au contexte macroéconomique, notamment sur le front de l'emploi, sur le front de la croissance américaine. Il y a un an, Alexandre Baradez, Jérôme Powell, et la Fed de l'époque, délivrait pour entamer un cycle d'ajustement court par une baisse de 50 points de base. Là, le marché, visiblement, écarte quand même cette idée majoritairement. Oui, majoritairement. Alors le 50 points de base a fait son retour dans les radars après le rapport sur l'emploi, mais autour de 10% de probabilité. Donc c'est quand même pas, effectivement, c'est pas le scénario de base du marché. Après, ce qui est intéressant de noter, c'est que les probabilités de baisse de taux de 2 à 3 baisses, elles existaient déjà quasiment au début de l'été en fait. Et ça, effectivement, je rejoins le côté sur la remarque sur les marchés qui sont peut-être allés un peu loin, c'est que on a vu à chaque moins bonne stat courant de l'été macro-US les marchés actions grimper, alors que les probabilités de baisse de taux étaient déjà quasiment price. Voilà. Donc la question, c'est effectivement combien de fois on va pricer pour le marché action ces baisses de taux. Et aussi, autre constat intéressant, c'est qu'il y a de la macro assez moyenne sur l'emploi à partir du début du printemps. Ça fait 2-3 mois qu'on a des rapports un peu plus faibles, plus les révisions qui sont arrivées après. Et le taux 10 américain était relativement stable. Et c'est après Jackson Hole, première réflexion de Jérôme Powell, justement sur la question de l'emploi, et aussi parce qu'il expliquait, et là ça rejoint un peu Trump, qu'il était un peu moins inquiet de la durabilité de la bosse d'inflation liée aux taxes commerciales. Donc ça, le marché obligataire l'a entendu, et ça fait baisser le taux 10 ans. Et l'accélération, c'était après le rapport sur l'emploi. Mais la courbe des taux US, du coup, ça l'a repentifie un petit peu. Et elle arrive dans une zone, alors là, c'est délicat en termes de timing, parce que ce n'est pas des choses trop précises, mais le degré de repentification de la courbe de taux, il commence à arriver dans des zones où sur les 40 dernières décennies, quand on commence dans cette zone-là, c'est généralement là que l'économie américaine ralentit, voire entre en récession. Donc c'est généralement ce degré de repentification associé à des phases de ralentissement économique. Et quand on voit les stats, là encore, on a du mal à être très précis là-dessus, parce que les chiffres depuis le début de l'année, la croissance américaine par exemple, sur les 2 premiers trimestres, en moyenne, c'est 2 fois moins vite de croissance que les 6 derniers mois de l'année dernière. Donc il y a quand même un ralentissement. Les dépenses de consommation, c'est pareil. On a un rythme moyen sur les 6 premiers mois. C'est toujours de la croissance, mais 2 fois plus faible. Donc il y a quand même un momentum de ralentissement, et on a l'impression que le marché obligataire américain commence à intégrer un peu ça. C'est-à-dire que la baisse des taux longs américains, on a un pétrole aussi qui a du mal à rebondir. Alors, il y a une question de production ou autre, mais on sent quand même que les commodities, elles ne sont pas en train de flamber non plus. Donc il y a une petite notion de ralentissement qui était marquée par ce rapport sur l'emploi. Il y a une économie à 2 vitesses. Alors c'est un calcul qui a été fait par Bruno Cavalier chez Oddo BHF, mais alors je vous passe la décomposition, mais en gros, il dit il y a 13% de l'économie américaine qui va bien,
bien, voire très bien, tout ce qui est lié à la tech et au projet IA essentiellement, et le reste, 87% qui est en train un peu de flancher, voire qui est déjà peut-être pour certains secteurs en récession ou en contraction d'activité. C'est une question qu'on peut se poser, et même dans les études récentes, on voit que le salaire réel dans la partie la moins aisée de la population, vu que l'inflation, effectivement, CPI, reste les élevée. 3 américaines, les progressions de salaire aux États-Unis, c'est 3,7, 3,8 à peu près, en moyenne, avec une inflation à 3, votre salaire réel, il est à peine à... On n'est plus sur des gros gains de pouvoir d'achat. Là. Voilà, et donc, il me semble que la fin d'année, la vraie question, c'est effectivement, c'est la macro-américaine, donc les baisses de taux arrivent, mais l'autre partie à 3% d'inflation, ça va retenir la Fed dans ses envies d'aller peut-être trop vite. Pourquoi est-ce que le marché anticipe que c'est pas juste un petit ajustement là qui nous attend et que c'est peut-être une série de baisses de taux, 6 baisses de taux, effectivement, on revient, j'imagine, dans une zone d'accommodation ou de soutien pour l'économie américaine. Qu'est-ce qui, j'allais dire, nourrit cette logique-là dans le marché? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je rejoins. Je pense que le marché a été un peu loin aussi, au moins pour la partie fin d'année. 3 baisses de taux, ça me paraît assez agressif. Déjà, les 3 baisses qui viennent, pricées par le marché, c'est déjà potentiellement agressif. Complètement, oui. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est sur 2026, l'après Powell, parce que Powell, là, il termine son mandat en mai 2026. Il va peut-être faire un peu plaisir à Trump, histoire de finir son mandat assez tranquille. Mais il est déjà plus tellement en charge, là? Si, il est toujours en charge, mais bon. Il a plus l'autorité. Il est sur la fin, et je pense qu'il est fatigué. Je pense qu'il est fatigué. J'allais dire, c'est des contingences qu'on peut mettre de côté. Même si j'entends non, mais son autorité est plus la même déjà, d'une certaine manière. Oui, et on voit de plus en plus un Trump vindicatif vis-à-vis de la Fed. Et là, en début d'année, il n'y a pas que Powell. Il y a un gros roulement qui va se mettre en place sur les gouverneurs. Donc, pour rappel, il y a 12 personnes au comité de la Fed. Il y a 7 gouverneurs. Il y a le président de la Fed de New York. Et puis, il y en a 4 qui tournent assez fréquemment. C'est les Fed régionales, c'est ça. Voilà, les Fed régionales. Et donc, c'est les 7 qui nomment les 4. Et les 7 sont nommés par le président. Validé par le Sénat, je précise. Validé par le Sénat, absolument. Toujours quand même un système de contre-pouvoir aussi qui existe. Oui, c'est tenté. Et donc, la question, et c'est assez drôle parce qu'on s'est posé exactement la même question la dernière fois que j'étais sur ce plateau, de l'indépendance de la Fed, peut se poser à nouveau. Donc je pense que le marché, entre autres, price le fait que la Fed ne va pas perdre son indépendance, mais va être plus encline à suivre ce qui lui est recommandé par le président, par ceux qui sont en charge aux États-Unis. Et là, sur la deuxième moitié de 2026, pour peu que l'inflation ne soit plus à 3 comme elle est aujourd'hui, mais baisser un petit peu, que le marché de l'emploi continue de se desserrer, ils auront tout loisir de baisser les taux. Donc la deuxième partie me gêne moins. La première partie avec Powell, bon, le marché du travail se dessert, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait le feu au lac. Il n'y a pas d'urgence à baisser les taux aujourd'hui. L'inflation reste élevée. On n'a même pas encore les effets à plein des tarifs de Trump, qui peuvent être inflationnistes aussi aux États-Unis. Donc oui, je miserais plutôt sur 2 baisses de taux au maximum d'ici à la fin de l'année. Quel est le degré d'indépendance alors de la décision rendue par la Fed cette semaine et des futures décisions? C'est, comme dit Alexandre Taeb, on en parlait déjà avant l'été, on va continuer d'en parler longtemps, mais est-ce que déjà ce degré d'indépendance, c'est un sujet pour les investisseurs, c'est un problème? Et est-ce qu'on va, s'interroger sur ce qui a fondé la décision des prochaines baisses de taux dans un FOMC passablement remanié? Oui, forcément. Enfin, tous les investisseurs, quand ils regardent la Fed et les membres de la Fed, se disent il y a des membres qui sont issus du Parti républicain, d'autres du Parti démocrate. Si on fait la somme, est-ce qu'il y a plus de républicains ou de démocrates? On a eu toute la séquence avec Lisa Cook, qui a reçu une lettre express de Donald Trump en disant qu'elle a été licenciée. Finalement, la justice a rendu son verdict et elle sera là. Donc à la réunion du mois de septembre. Alors, est-ce que ça change quelque chose? A priori, elle va sans doute voter pour une baisse de taux, comme les autres membres, de la plupart des membres de la Fed en tout cas. Mais il y a cette représentativité, on va dire, politique des membres de la Fed qui joue et qui vient s'inscrire dans les anticipations de marché. Et je rejoins ce qui a été dit. Je pense que si aujourd'hui il y a 6 baisses de taux, c'est que le marché aussi parce qu'il y a ce facteur-là. Attend à ce que la Fed aille un peu plus dans la direction de Donald Trump.
Je rappelle que Donald Trump avait clairement indiqué qu'il lui fallait 300 points de base de Oui. de taux. Oui. Là, si on a 6 baisses, on en est encore loin. Ah ouais. Donc, J'entends. il y aura peut-être un peu moins si le marché revient un petit peu sur les fondamentaux. Est-ce que ça change, Alexandre Baradez, la nature de la réaction de marché? C'est-à-dire des baisses de taux qui seraient perçues comme étant des baisses de taux, politiques, même si évidemment il y a beaucoup d'autres choses dans la décision de politique monétaire encore aujourd'hui du côté de la Fed. Est-ce que ça change les impacts et les réactions qu'on pourra observer sur les marchés? Alors, ça va dépendre il y a d'autres plots et puis il y a aussi les projections trimestrielles. Économiques, les projections de croissance, par exemple, est-ce qu'elles seront révisées à la baisse, à la hausse? L'inflation, effectivement, on pense que de ce côté-là, il y aura peut-être ce sera un peu moins au quiche que ce qu'on a pu voir sur les deux projections précédentes, parce que Jérôme Powell a envoyé un peu ce message-là à Jackson Hole. Donc, c'est plus, moi, je pense, la croissance que ça va apporter. Si effectivement, prévision de croissance, je crois que c'était à 1,3 ou 1,7, là, j'ai un doute la dernière fois. Sur le dernier FOMC, face au dernier trimestre, d'accord. Et qu'on baisse de 25 points de base et qu'on reste, du coup, la porte ouverte à 3 baisses de taux, tout de suite, on va passer en baisse de taux pour essayer de soutenir l'économie. Du coup, on court un peu après le cycle. Et là, Trump donc, aura eu raison. Et c'est dans ce cas-là que le marché, qui est à 23 fois les bénéfices, va peut-être se dire, peut-être qu'on est un peu optimiste sur les projections. Voilà. Donc, l'aspect macro, peut-être pas trop. Le marché, oui, est un peu schizophrène. Oui. On se dit, il faut baisser les taux, mais en même temps, l'économie tient suffisamment bien pour que les croissances bénéficiaires continuent de croître au rythme auquel on l'attend, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que les dernières publications, c'est vrai que la dernière saison de résultats, les grands groupes qui font comme la tendance aux États-Unis, Meta, c'était formidable, Nvidia, même si le marché spontanément était un peu déçu, mais ça reste quand même incroyable. Il y a eu très peu de grosses déceptions chez les grands groupes de la tech. Ça reste quand même le moteur des valorisations aux États-Unis, mais on arrive dans les zones où l'air commence à manquer un peu. Donc il va falloir que les projections de croissance soient bonnes, que les projections d'inflation soient plus faibles, qu'on déroule aussi pas mal. La ligne de crête n'est pas évidente quand on presse la perfection quasiment depuis maintenant 6 mois, 8 mois sur les marchés. Ça veut dire qu'il y a aussi une limite à la baisse des taux longs. Là, on a vu, la semaine dernière, sur la base notamment du rapport emploi décevant, un 10 ans américain passé sous les 4%. On est revenu un petit peu au-dessus de ce niveau-là aujourd'hui. Alexandre Taïeb, on est en train de tester la limite basse de la zone de fluctuation de ces taux long terme américains. Complètement, que sont les 4%. Alors, je ne sais pas si on peut aller beaucoup plus bas. J'ai l'impression 3,50 ou 3, ce serait une autre histoire. Enfin, il se passerait quelque chose qui ferait que ce serait une autre histoire. Il faudrait rentrer dans un nouveau cycle. Maintenant, les baisses de taux, la moindre réduction du bilan de la Fed, c'est aussi dans l'intérêt des détenteurs de treasuries. Il faut regarder qui sont les détenteurs de treasuries. Il y a un truc intéressant là-dedans. Bon, évidemment, il y a pas mal de pays étrangers, mais il y a aussi l'entreprise qui est derrière le stablecoin, donc crypto. Tether, qui est un des plus gros acheteurs de treasuries. Donc quand vous baissez les taux, quand vous avez quel collatéral de la crypto, du stablecoin. Vous baissez le dollar, donc le dollar, donc vous augmentez aussi le prix des cryptos, donc ça peut être intéressant pour eux. Donc bon, je pense que sur les taux longs, ce qu'il faut, c'est pas que ça parte en autre boudin au niveau du pouvoir, au niveau géopolitique, qu'il n'y ait pas de crainte sur les États-Unis. Sur la dette des États-Unis, c'est absolument pas comme dans certains pays européens, notamment la France. Je pense qu'il n'y a pas de crainte aujourd'hui. Tant que le dollar est une monnaie réserve de valeur, il n'y a pas de sujet. Donc bon, selon la Banque centrale, on pourra aller un petit peu plus bas que 4%, mais toute chose égale par ailleurs, je pense que c'est vraiment le gros support là à court terme. C'est un plancher important, ce niveau des 4% sur les taux longs américains, je crois. Donc, Sophie, c'est l'objectif qu'on avait pour la fin d'année, donc on n'est pas très loin. C'est pas encore Noël. Ça peut encore bouger quelques semaines d'ici là. Donc, et c'est vrai qu'autour de 4%, on estime que c'est plutôt un niveau qui est assez bien calibré par rapport au... On n'est pas acheteur agressif. On n'est pas acheteur agressif et on n'est pas forcément vendeur non plus. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, on va plutôt regarder la partie courte de la courbe des taux qui nous paraît être un peu chère, on va dire, sur la partie 2 ans. Donc peut-être un retracement à la hausse sur la partie 2 ans. Maintenant, sur le 10 ans, dans la zone des 4,10, ça nous paraît plutôt approprié. Comme Alexandre l'a dit aussi, on a peut-être ce risque de confiance sur la dette américaine qui peut arriver, qui peut mettre un petit peu de pression à la hausse
sur les taux. Et sur la partie 10 ans, on estime que c'est plutôt fair value, comme on dit. Bon, venons-en à l'Europe, alors avec des questions de dette alors, spécifiques à un pays comme la France aujourd'hui. C'est la question d'ailleurs de marché, Alexandre Bardès. Est-ce que le sujet français, on peut y revenir, est-ce que c'est un sujet qui contamine le reste de la zone euro aujourd'hui, sachant qu'on a tous en mémoire ici autour de la table cette crise souveraine 2010-2012? Non, pas sentiment. On a vu il y a quelques semaines les taux européens qui repartent un petit peu à la hausse. Après l'importation de l'emploi américain, les taux longs américains sont partis à la baisse. Idem pour la partie européenne. Il y a un sujet France-Allemagne, France avec les autres pays, France-Italie, donc c'est quand même la France le sujet, mais il n'y a pas ce stade de germe de contamination ou quoi que ce soit. Et même les agences, on voit que les momentum de notation, tous les pays du Sud, les anciens pays sont inverses, qui se redressent. Totalement. Le même moment, Espagne, Portugal, tout le monde a été rehaussé. Et la France qui est dégradée. Donc c'est un sujet franco-français. Mais ce que disait Fitch, je trouve intéressant comme commentaire, il y a pas mal de commentaires intéressants, c'est il notait à la fois la résistance politique au changement, c'est-à-dire effectivement, il faisait des parti extrême gauche, extrême droite, dans l'incapacité finalement de retrouver une solution commune. Et il notait aussi la résistance sociale en France. Et pour eux, et je pense que c'est pour l'observateur aussi, c'est-à-dire que l'incapacité, comme d'autres pays arrivent à trouver des consensus en Allemagne ou certains pays nordiques, nous, on n'arrive pas à trouver des consensus politiques dans l'intérêt général. Et ça, c'est un critère pour l'agence qui a aussi pesé dans le choix de la notation. Donc c'est vrai qu'il y a quand même on sait que c'est un problème de trajectoire structurelle, etc. Mais ce qui peut un peu inquiéter, c'est pour ça que le spread, je ne mettrai pas ma main au feu qu'on n'ira pas au-delà de 90 ou 100 points de base sur un coup de chaud. Alors Christine Lagarde semblait assez tranquille, mais c'est un peu son rôle aussi quand on l'interrogeait à la Réunion, le marché obligataire souverain. D'autant qu'elle n'avait pas toujours tenu ce genre de propos au regard des spreads européens, elle a sans doute retenu la leçon de ce point de vue-là. Elle a quand même expliqué que le TPI était quand même un outil fonctionnel s'il y avait besoin, donc on garde quand même la main sur le seul instrument s'il y a besoin de le sortir. Mais oui, le sujet français, je ne vois pas, ou alors il faut vraiment un miracle le cornu, c'est-à-dire une capacité phénoménale à rassembler, à éviter, mais sinon, à pas être censuré et à tenir une trajectoire correcte de réduction des déficits. Nous dit, comme beaucoup d'économistes l'avaient vu, c'est qu'on va rester à des 6% pendant encore moins. On ne se rend pas compte à quel point c'est délirant. C'est-à-dire que l'Italie, il va être en dessous de 3% l'année prochaine. L'Italie. Donc il y a quand même un véritable problème de trajectoire de dette et le résoudre de manière facile et autre, je ne vois pas comment ça va se faire. C'est ça, moi, pour moi, c'est un des gros sujets de fin d'année. C'est-à-dire, il y a la géopolitique, pour la partie européenne, je parle, la géopolitique, il faut regarder avec la Pologne, etc. Et la France. Moi, c'est les deux seuls gros sujets qu'on a dans le viseur. Et derrière la France, le facteur social. On sera demain avec une économiste, chef économiste de TAC Economics, Léa Dauphas. Ils font beaucoup de modèles quantitatifs et ils ont justement développé un modèle, alors je ne sais pas comment il s'appelle, mais qui traque justement le risque social en France parce qu'ils considèrent, eux, en tant qu'économistes, que c'est effectivement ce facteur-là qui peut déterminer des ruptures, peut-être d'ailleurs, dans la trajectoire de la dette française aujourd'hui. Pas de contagion, vous êtes d'accord avec cette idée-là, Alexandre Taïeb. Et d'ailleurs, pourquoi ? Enfin, je veux dire, pourquoi un pays comme l'Italie, qu'on a quand même très longtemps présenté comme le pays malade de l'Europe, et je veux bien que les choses s'améliorent en Italie, mais je veux dire, les phénomènes de long terme, démographiques ou autres, ils n'ont pas changé. C'est-à-dire que à moyen long terme, la situation italienne, c'est pas non plus redevenu une situation merveilleuse et enviable aujourd'hui. Non, mais c'est probablement que en France, on prend la situation entre plein de guillemets, peut-être assez tôt, où on n'est pas au bord d'une non-solvabilité. On est allé moins loin que d'autres au bord du précipice. Voilà, on arrive à écouler notre dette, et puis surtout, à chaque fois, la fonction de réaction est toujours la même. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas vos taux qui explosent à la hausse, il n'y a personne qui bouge. Ouais. Donc, je suis un économiste m'a dit, alors évidemment c'est inquiétant parce qu'il n'y a pas de consensus à l'Assemblée nationale pour réduire fortement ou correctement le déficit, mais le revers de la pièce, c'est qu'il n'y a pas non plus de majorité et de consensus pour augmenter encore plus le déficit. Voilà. Ceux qui veulent l'augmenter n'ont pas la majorité non plus pour le faire. Exactement. Donc, une forme de statu quo qui s'installe. L'immobilisme, on ne peut pas dire que le marché n'aime pas. Hein. Non. Ça lui va bien. Bon, là, on parlait de 6% de déficit. Effectivement, ça pose problème. Mais il y a une certaine stabilité qui, je pense, peut bien aller au marché. Je peux vous assurer aussi que si le marché faisait monter les taux à 5% en France, il se passerait quelque chose tout de suite. Le consensus serait trouvé probablement un peu plus vite. Il n'y a pas eu ce moment Liz Truss, parce que vous parliez de 2010-2012, mais il y a aussi le moment Liz Truss, où quelqu'un annonce quelque chose qui déplaît complètement au marché, un budget de relance alors qu'on est déjà à 6% de déficit, et le marché sanctionne. Le marché aurait pu sanctionner un peu plus. Mais pour l'instant, même s'il y a un peu plus de résistance à l'impôt, la collecte de l'impôt
se passe. Ouais. On arrive à écouler notre dette. Donc, il n'y a pas de sujet majeur, que ce soit de liquidité ou de solvabilité aujourd'hui en France. Donc, le risque de contagion est relativement limité. Là où il y a une différence aussi majeure avec les autres pays européens, on a beaucoup parlé de dette, c'est dette sur PIB. Et c'est la composante PIB qui pose un peu problème, parce que même si les chiffres nous donnent une croissance molle mais OK, disons, quand on regarde l'investissement et la consommation privée, depuis 2022, c'est flat, quoi. C'est zéro. On se satisfait d'une croissance potentielle très faible. Et donc, de ce point de vue-là, je suis assez étonné que la garde soit aussi calme. La Banque Centrale Européenne. Exactement. Encore une fois, qui assume un potentiel de croissance très faible pour la zone euro. Voilà. C'est-à-dire que elle regarde c'est acté, l'inflation. le potentiel est très faible et donc on agira en conséquence. Voilà. Et donc, mais j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus offensive. Attentive Peut-être qu'il faut qu'elle change de mandat. À ce potentiel de voilà. croissance. Oui, vaste sujet qui n'est pas nouveau, mais qui revient régulièrement. Oui, pas de contagion donc de la France aux autres pays de la zone euro, Geoffroy. Et puis, je veux bien que vous nous expliquiez aussi. Alors, c'est le cas de la France parce que le FT a sorti une étude de Goldman Sachs. Donc, il y a plus de 80 entreprises européennes cotées, en tout cas, qui émettent de la dette sur les marchés, qui s'endettent plus facilement que la France, ou en tout cas à des coûts moins élevés. Mais je disais, j'ai souvenir qu'une boîte comme Apple aux États-Unis peut aussi s'endetter moins cher que l'État américain. C'est un new normal d'avoir des investisseurs. Il y a un effet de substitution des investisseurs qui ont le choix aujourd'hui entre le souverain et du bon corporate investment grade vont de plus en plus se tourner vers de la dette d'entreprise refuge. Je ne sais pas si c'est un new normal, mais c'est pas très bon signe en soi. Ça veut dire que clairement, on fait plus confiance à une entreprise privée pour gérer les finances qu'à l'État. Donc c'est vrai que c'est pas un bon message en soi. Maintenant, sur l'État, juste pour revenir dessus, c'est vrai qu'on a Fitch qui a fait quand même un constat assez édifiant sur le fait que la France allait pas trouver une solution il se passera rien. Pour eux, il se passera rien. Que la trajectoire de la dette se stabilise. Et elle a clairement dit qu'elle allait dégrader s'il n'y avait pas de stabilisation. Et le dette sur PIB va continuer d'augmenter mécaniquement. Forcément, ça attire pas les investisseurs et les investisseurs internationaux en particulier. Donc c'est vrai qu'il y a plus de visibilité aujourd'hui sur la dette corporate, sur les sociétés françaises que sur l'État français. Même moins liquide. Elle reste très liquide. La dette de LVMH, j'imagine, est très liquide, mais toujours un peu moins quand même que celle d'un souverain comme la France. Moins profonde et moins liquide. Après, voilà, on peut avoir des sociétés un petit peu moins bien notées que la France qui vont payer à peu près la même chose. Il faut voir que dans le spread de la France, on intègre, là on est passé A+, chez Fitch, on intègre une notation encore plus basse. Ah bah bien sûr. On n'est pas sur du A+. Oui, on a un bon triple B, quoi. Voilà, oui. Un bon triple B, on va rester sur du A-, parce qu'on ne va pas forcément souhaiter que ça change de catégorie, c'est ça. Alors c'est vrai que tant qu'on ne change pas de catégorie, il n'y a pas de problème, entre guillemets. Mais c'est le jour où on change de catégorie que là, ça devient plus embêtant. Et c'est vrai que pour cet effet Liz-Truss, on ne le souhaite pas. Mais c'est vrai qu'à un moment, on se dit, il n'y a que quand ça swing qu'il y a des réactions. Mais ce qui est embêtant là aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que la situation se délite graduellement et on ne voit pas comment ça peut changer. Il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de stop. Aujourd'hui, à moins que, je ne sais plus qui le disait, si Monsieur Le Cornu trouve le miracle. Un super budget et qu'il le passe facilement. Il y a 100 milliards d'économies à faire sur 5 ans. Donc voilà, faut trouver une solution. Oui, non, mais d'où le facteur politique et le facteur social qui rentrent de plus en plus en compte dans l'équation. Pour terminer sur les spreads, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on regarde régulièrement sur les marchés tous les jours. C'est le baromètre, c'est le thermomètre. La température, la température du risque français. Aujourd'hui, il n'y a pas péril dans la demeure. On a un spread qui se tient bien au niveau des 80 points de base contre Allemagne. Non, puis encore une fois, au-delà de la France, quand on regarde les spreads souverains dans leur ensemble, le pack zone euro a jamais été aussi soudé par rapport à ce qu'on a connu, notamment au pic de la crise souveraine. Non, tous les autres pays se tiennent bien, les autres pays sont gradés, ont des meilleures notes. La question aussi qui pourrait se poser, c'est est-ce que les autres pays vont nous pousser, en France, à prendre des mesures et à essayer de redresser les finances publiques. Mais ça, sur les spreads, Alexandre ça Baradez. peut être très vite. C'est-à-dire qu'on ne se souhaite pas forcément bien lors de la crise de la dette. Alors, c'était systémique, contagion, etc. Mais même là, un exemple sans contagion, la dissolution, on était à 50 points de base dans la dissolution. Dans les jours qui ont suivi, c'était 80 points de base, 30 points de base. Là, si on les prend maintenant, on a plus de 100 points de base. Donc, le 100 points de base, c'est quand même la zone à pas franchir pour personne. Et elle est proche, elle est loin à la fois. Donc, on n'est pas si loin que ça. Et à 80, c'est pour la zone actuelle. Oui, mais comme vous dites, 80, c'est le niveau qu'on a atteint après la dissolution il y a plus d'un an maintenant. C'est-à-dire que pour le marché,
Oui, on est au même niveau de risque qu'il y a un an et plus au moment de la dissolution. Oui, mais qui en lui-même est le niveau le plus élevé depuis 2012. C'est-à-dire que le pic à 190 points de base et quelques, mais c'est plus les 20 ou 30 points de base de 2015, 2016, etc., quand ça allait un peu mieux. Quand On même. a changé de catégorie de ce point de vue-là. Tout ça nous amène à nous poser la question des actions françaises. Alexandre Taïeb, alors le CAC est positif depuis le début de l'année, on trouve de très belles performances au sein du CAC, néanmoins on est à plusieurs points, voire quelques dizaines de points en retard parfois par rapport à d'autres indices, je pense au MIB italien par exemple, l'IBEX espagnol, même par rapport au DAX allemand, avec la question des dividendes toujours, mais est-ce qu'on peut imaginer, malgré tout ce qu'on vient de raconter sur la France, un rattrapage du CAC 40 pour revenir en fin d'année, j'allais dire, plus proche de ses pairs européens? Le DAX a un super plan de relance. L'IBEX a l'histoire de la croissance espagnole qui se porte quand même plutôt bien. Nous, on n'a pas grand-chose à raconter À vendre. d'un point de vue positif. Néanmoins, on a déjà eu, vous l'avez très bien mentionné, un épisode de sous-performance de l'indice français par rapport à ses pairs européens, qui visiblement, à mon sens, devrait s'arrêter là. Il suffit de regarder les entreprises qu'il y a dans le CAC 40. Donc, on avait pu avoir des craintes en août parce que je disais que l'immobilisme va bien au marché. C'est vrai dans le sens où, quand vous cherchez à embêter certaines entreprises pour des raisons économiques, vous allez chercher certains secteurs, les banques, certaines utilities. Donc voilà. Et ça, pour l'instant, c'est pas le cas. Ça pourra le devenir. Donc on avait pris d'ailleurs les bénéfices en partie sur la belle performance des banques, y compris des banques françaises. Sur un rattrapage du CAC 40, si on reste comme ça, admettons, si la question c'est jusqu'à la fin de l'année, oui, il peut tout à fait y avoir un rattrapage. Je veux dire, on en a parlé, certaines entreprises empruntent moins cher. Enfin, si elles produisent toujours de bons résultats, une bonne croissance, etc., il peut y avoir des flux qui reviennent sur le CAC 40. Et j'ajoute à ça qu'on est passé quand même d'une situation où on a été très bear. On est finalement dans le sentiment probablement sur le point bas. Il reste ceux qui ont voulu vendre ont vendu et ceux qui sont négatifs le sont depuis déjà un moment. Donc il reste Moody's et S&P, mais sans surprise, ils devraient dégrader la note. Le marché, je pense, s'y attend et la réaction devrait être assez faible. Et j'ajoute à ça que les entreprises françaises en particulier ont une moindre exposition aux tarifs de Trump que ces pairs européens. Donc ça aussi, ça peut être un positif. Donc il y a des petits éléments positifs qui peuvent faire que peut-être pas un rattrapage complet, mais au moins une résorption de la sous-performance récente de l'indice français. Oui, Alexandre Barlez, il y a des moteurs pour cette idée-là, d'un rattrapage du CAC là, sur les derniers mois de cette année? Il y a la diversification qui est quand même là, le CAC 40 est quand même très diversifié. Après, il y a un secteur qui a beaucoup baissé et qui n'avait pas tant posé que ça sur l'indice, c'est le luxe. C'est vrai que la LVMH au niveau actuel, pour tout investisseur, sans pouvoir deviner ce qui va se passer à 3 mois, mais c'est quand même des niveaux moyens pour quand même être un peu sur le titre. Après, le seul élément, c'est la Chine, par exemple, depuis 2-3 mois, les stats macro sont régulièrement un peu en dessous des attentes. C'est-à-dire que la Chine, il y avait une phase qu'on est proposée dans l'émission en disant il faut revenir sur la tech chinoise, il faut revenir sur la Chine parce que les multiples étaient tellement bas avec des bonnes rentas, donc il fallait y aller. Cette phase-là était, je pense, le premier volet consommé. Bien joué. La deuxième partie, c'est si la Chine a besoin de refaire un peu plus. Et là, c'est le domestique chinois alors. Voilà, et on le voit, les pourcentages à l'importation, sur du plus 1,3, plus 1,4, ça ralentit un peu par rapport au mois précédent. Les ventes détail, c'est un peu en dessous du consensus. Ça fait deux publications, 2 mois d'affilée qu'on a un peu ces chiffres-là. Les PMI, c'est toujours du 50, 51, 49, donc ça frise toujours avec le 50. Donc, mais par contre, je dirais que c'est peut-être ça le risque à mon avis, c'est que si la Chine retombe un petit peu, que le luxe qu'on pouvait penser un peu moins cher continue de racler un peu le fond. Et ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est moi, si vous voulez, je pense toujours que la partie US peut créer une surprise à un moment donné. C'est-à-dire qu'elles sont tellement chères, il suffit d'avoir un moins 10 sur l'SP 500, vu le rallye de correction surprise, quoi. Oui, D'accord. Ce serait rien. Correction L'union syndicale, même 10-12%, vu le rallye, ce serait rien. Et dans ce cas-là, ce serait le test. Je pense que si effectivement le S&P fait moins 10 et le CAC fait moins 2, là, effectivement, il y on y va. Voilà. Je si par contre, et donc j'attendais quand même un peu de voir se dégonfler cette marche US pour avoir plus d'appétit pour le CAC 40 et le voir si en relatif il tient mieux. Geoffroy, pour conclure avec vous là sur la logique d'investissement, est-ce qu'on peut avoir un rattrapage des indices français, du CAC, et puis Europe versus US, est-ce que les actions européennes peuvent retrouver du momentum? Il y a eu un beau momentum sur le printemps. C'est vrai que ça fait quelques mois que les indices européens sont un peu flats, là aussi. Oui, alors il y a pas mal de choses. Sur les indices américains, c'est vrai qu'on estime que c'est un peu cher, forcément, quand on regarde les multiples. Après, c'est vrai que
Les chiffres macro, on en a parlé. C'est vrai que le consommateur américain, il a tendance un petit peu à freiner. Mais en soi, avec les baisses de taux de la Fed, on se dit que les marchés américains, il n'y a pas de péril dans la demeure. Ils peuvent avoir une correction peut-être de 10%, ce qui serait un peu souhaitable. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit, ça serait bien qu'il y ait une respiration. Mais ce serait un point de rachat. Mais ça serait un point de toute chose égale par rachat. Et on dit que ça pourrait repartir au début d'année, premier semestre, qu'on aura peut-être un peu plus de visibilité, les tarifs seront derrière nous. Voilà. Donc sur les marchés américains, c'est vrai qu'on ne peut pas complètement sortir de ces marchés-là. En relatif par rapport à l'Europe, c'est vrai qu'on va avoir une préférence pour l'Europe d'un point de vue valorisation. Et même le CAC peut tirer son épingle du jeu, parce que c'est vrai que c'est un indicateur qui est bien diversifié. On n'a plus des grosses valeurs qui représentent 10% de l'indice. Donc c'est vrai que ça, c'est un atout. Le luxe peut rattraper. Donc c'est vrai qu'on a finalement un CAC aussi qui pourrait aussi surperformer l'Eurostoxx. Donc pourquoi pas? C'est pas forcément le scénario central. Il faut que les planètes soient alignées, on soit dans un mode assez positif quand même. C'est vrai que sur la baisse des marchés US, ça sera un signal. Un test. Mais c'est vrai que pour que on ait vraiment des investisseurs qui reviennent sur le CAC, il nous faudra un peu plus de visibilité, même si les valeurs françaises ne sont pas des valeurs qui sont dépendantes de l'économie française en majorité. Ça donnera un peu plus de visibilité si on a un budget et on verra en 2026. J'allais dire, la présentation d'un futur nouveau budget sera déjà un moment important pour des investisseurs globaux qui regardent la France aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, Geoffroy Lenoir, le co-directeur de la gestion collective d'Ophi Invest Asset Management, et Alexandre Taïeb, gérant analyste chez Sycomore Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, c'est le quart d'heure consacré à l'actualité américaine. Notre quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en visio avec nous. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Fidèle à ce rendez-vous qui traite de l'actualité économique et politique américaine. On est à la frontière des deux, évidemment, avec la réunion de la Réserve fédérale américaine cette semaine. Mais prenons le volet économique, Pierre-Yves. Alors, je ne sais pas si on le découvre, mais en tout cas, l'emploi américain se met à inquiéter, en tout cas, devient un argument aujourd'hui pour ceux qui soutiennent l'idée que la Fed doit absolument baisser ses taux et continuer de le faire sans doute à l'occasion des prochaines réunions. Alors, le 30 juillet dernier, c'était pas si loin que ça, la réunion du comité monétaire de la Réserve fédérale, Jérôme Powell nous dit « l'emploi américain est solide ». Quelques jours plus tard, le premier vendredi du mois d'août, sont publiés les chiffres de l'emploi, les chiffres officiels de l'emploi du mois de juillet, et cette effrayante révision à la baisse des chiffres du mois de juin et des chiffres du mois de mai, qui littéralement met à mal ce narratif optimiste sur la santé de l'emploi américain. Depuis, ça s'est considérablement aggravé. On a eu la publication début septembre de chiffres catastrophiques pour les créations nettes d'emplois aux États-Unis au mois d'août. Et quelques jours plus tard, autour du 9-10 septembre, une révision massive à la baisse de l'estimation des créations d'emplois, en gros, du mois de mars 2024 au mois d'avril 2025. Il n'est plus possible de dire que l'emploi américain se porte bien. Et la seule lecture du taux de chômage qui est passé, en gros, au printemps de 4,1 à 4,3 aujourd'hui, ne suffit pas à nous donner une image claire de ce qui se passe sur l'emploi américain. Les révisions sont catastrophiques. On a, je voudrais les citer pour ne pas dire de bêtises, on a créé seulement en 3 mois 29 300 emplois aux États-Unis, selon l'estimation du BLS. Rappelons qu'au cours du printemps, on était encore sur 3 mois à un rythme de 200. Il se passe quelque chose. Il y a un décrochage et certains, autour de la table du comité monétaire de la Réserve fédérale, ont vu venir la chose. Je vous ai déjà dit ici, nous en avons déjà parlé, que Christopher Waller, à mon avis, serait un excellent candidat pour succéder à Jérôme Powell, et il fait partie des rares gouverneurs qui ont senti la chose et qui ont osé, dès le 30 juillet, voter contre le consensus du comité monétaire, en soulignant des signes de faiblesse sur le marché de l'emploi qui ne se sont que confirmés depuis. Il avait remarqué, par exemple, que dans la population active, les Américains qui décident de changer d'emploi
qui démissionnent pour en prendre un autre ne trouvent pas de conditions d'amélioration de salaire meilleures que ceux qui sont restés en place. Ça, c'est un renversement complet de la situation qui avait prévalu au sortir de la pandémie du Covid. Vous vous souvenez, tout le monde démissionnait parce que tout le monde était certain de trouver un meilleur emploi avec un meilleur salaire dans une autre entreprise. Renversement complet. Le taux de chômage n'est qu'à 4,3%, d'accord, mais si l'on intègre les Américains ou les résidents américains, en tout cas dans la population active, qui doivent se contenter d'un travail à mi-temps, faute d'un travail à plein temps, d'une part, et d'autre part, ceux qui sont découragés et qui ne cherchent plus, on a un taux de chômage qui est au plus haut depuis 4 ans, à 8,1%. Ne l'oublions pas, on y a fait allusion avec nos invités il y a quelques minutes. La Banque centrale européenne n'a qu'un mandat, si je ne dis pas de bêtises, de s'attaquer à la stabilité des prix et de contrôler l'inflation. La Réserve fédérale a un double mandat. Elle doit s'occuper de la stabilité des prix, mais également faire en sorte que les conditions soient là pour que le niveau de l'emploi soit maximal. Elle doit absolument bouger mercredi soir et probablement à plusieurs reprises d'ici Noël. Bon, on verra. La Fed aura les arguments, évidemment, sur la table cette semaine pour délivrer cette première baisse de taux depuis les dernières qui datent de la fin d'année 2024. On verra quels seront les signaux envoyés avec un certain nombre de projections économiques et de la trajectoire de politique monétaire qui seront réajustées et révisées à l'occasion de ce meeting de la Fed cette semaine. Mais qui est donc Larry Ellison, Pierre-Yves? Alors, je vous pose pas la question à vous directement parce qu'on sait tous, évidemment, qui est Larry Ellison. On est d'une génération quand même qui doit savoir qui est Larry Ellison et son entreprise Oracle. Mais c'est vrai que pour un certain nombre de la nouvelle génération, peut-être que ce nom a refait surface et que c'est quelqu'un qu'il faut à nouveau présenter. Qui est ce jeune nonagénaire qui vient défier Elon Musk comme homme le plus riche du monde? Dites-moi, Grégoire, sur votre yacht, avez-vous installé un terrain de basket? Non, pas encore. Pour l'année prochaine. Si vous vous appelez Larry Ellison, vous avez 81 ans, vous êtes le gagnant et le participant de l'America's Cup, mais vous avez également un yacht, et sur ce yacht, vous avez un terrain de basket. Et accroché à ce yacht, il y a une petite vedette rapide qui est employée rapidement par un des employés de Larry Ellison pour aller chercher les ballons qui sont sortis du terrain et qui flottent dans le Pacifique. Mettre un filet autour du terrain de basket, non, c'était pas possible. Quand on est l'homme le plus riche du monde, et il est devenu l'homme le plus riche du monde la semaine dernière, sur le papier en tout cas, l'homme qui valait 370 milliards de dollars, ça change toutes les 5 minutes. Oracle, la dernière fois que j'ai vérifié tout à l'heure, gagnait encore 4%, et Larry Ellison détient 40% du capital. Donc, vous voyez que, comme cela s'est produit la semaine dernière, lorsque Oracle voit son cours bondir de 38% en une seule journée, ça change le rapport de force entre lui, Larry Ellison, âgé de 81 ans, fondateur de Oracle. On dit Oracle ou Oracle d'ailleurs. Si je veux être snob jusqu'au bout, je vais dire Oracle. Et son ami Elon Musk, les deux hommes s'apprécient et se respectent. Donc, il se passe quelque chose. Moi, je suis stupéfait. Comment cette boîte est restée sous les radars? Parce qu'encore une fois, moi, j'ai commencé à suivre les marchés. Oracle, comme vous dites, Pierre-Yves, était la star de la tech de l'époque. Tout ça était bien avant l'IA, enfin l'IA générative, etc. Bon, ils ont raté des virages, comme plein de boîtes américaines. Microsoft a raté des virages, Apple a raté des virages. C'est des boîtes qui se sont réinventées toutes plusieurs fois. Qu'est-ce qui fait que Oracle sort à nouveau d'une zone un peu grise? Alors, ils ont annoncé à l'occasion de la publication de leurs résultats trimestriels qu'ils avaient conclu 4 énormes contrats qui, en gros, poussent leur carnet de commandes à plus de 500 milliards de dollars, contrats qui ne veulent pas dire qu'ils ont déjà encaissé 500 milliards de dollars, mais contrats qui vont durer 4, 5, 6 ans, avec de grandes sociétés qui sont dans l'intelligence artificielle et qui ont besoin de l'infrastructure que leur propose Oracle. Je suis stupéfait que les analystes, qui sont quand même assez nombreux, parce que Oracle est quand même une société qui est liquide, qui est connue, qui a pignon sur rue,
On a vu Larry Ellison faire des annonces avec son allié, M. Altman de OpenAI, avec l'excellent personnalité japonaise dont le nom m'échappe, qui est patron de SoftBank, qui nous ont annoncé qu'avec le projet Stargate, ils avaient 500 milliards de dollars d'investissement pour fabriquer des centres de traitement de données. On aurait dû voir venir cela. On a appris, on devine que sur ces 4 contrats, il y en a un forcément avec OpenAI et un également avec l'OTAN, figurez-vous. Ouais. Alors, la valorisation d'Oracle, qui était une valorisation élevée de sociétés de la technologie qui marchait bien, est en train de faire plus que rivaliser avec celle de Microsoft. Je vais vous donner les chiffres, c'est assez stupéfiant. En 24 heures, tout a basculé. Peut-être faut-il parler aujourd'hui de non plus Magnificent 7, mais de Magnificent 8, parce que la valorisation actuelle, enfin la capitalisation actuelle maintenant d'Oracle est de l'ordre de 870 milliards de dollars. Son ratio prix-bénéfice, je sais, c'est vieux jeu de parler de valorisation comme ça. Son ratio prix-bénéfice courant, je vous le donne, il est de 70. Son ratio prix-bénéfice anticipé, ça c'est déjà plus branché. On a confiance dans les prévisions des analystes qui n'ont rien vu venir et qui maintenant donc ont tout compris. Trouvez l'erreur. 43. Comparons cela, si vous voulez bien, au ratio prix-bénéfice de Microsoft. Je suis assez vieux pour me souvenir c'était plus que des batailles ici. On échangeait des insultes entre Larry Ellison et Bill Gates à l'époque où il dirigeait Microsoft. Larry Ellison, dans la fin des années 90, début des années 2000, voulait absolument faire exploser ce qu'il considérait être le monopole de Microsoft. Je me souviens de conférences à San Francisco où on voyait tourner autour du Moscone Center des grands camions de sociétés d'insecticides et sur lesquels il y avait écrit Windows is full of bugs. Windows est plein de bugs, c'est-à-dire d'insectes. Vous voyez un petit peu le niveau de la rivalité entre Larry Ellison, qui n'est pas quelqu'un de commode, et Bill Gates. Microsoft aujourd'hui, ratio prix-bénéfice courant 37, ratio prix-bénéfice anticipé 33. Oracle est valorisé 2 fois plus. Bon, la nouvelle jeunesse de Larry Ellison, 81 ans, est toujours détenteur de plus de 40% du capital de son entreprise Oracle. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi, en direct évidemment dans Smart Bourse à partir de 17h, que vous retrouvez en rattrapage, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.